Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des rendez-vous éco-responsables. Nous allons parler aujourd'hui de biodiversité, un sujet dont la finance responsable commence tout juste à s'emparer. Les lignes bougent en effet. Pendant très longtemps, le changement climatique a tenu le devant de la scène des préoccupations écologiques, mais la dernière COP a bien insisté sur le fait que ces deux défis, la transition climatique et la biodiversité, devaient être traités ensemble. Alors pour voir comment les épargnants peuvent s'emparer de ces sujets de biodiversité, aider à préserver la biodiversité, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui 3 experts. Donc à ma gauche, Frédéric Bach, vous êtes responsable ESG et investissement responsable chez Ociam. Léa Dunant, gérante responsable du pôle ISR chez DNCA. Et Adrien Gaudin-Amama, analyste ESG chez Mirova. Alors Adrien, je reste avec vous pour vous demander, parce que la biodiversité, on a tous l'impression de comprendre de quoi il s'agit, mais la définition est quand même plus complexe. Est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà, vous avez quelques minutes pour essayer de nous aider à bien comprendre qu'est-ce que la biodiversité. Alors, effectivement, selon la définition scientifique, la biodiversité, c'est la variabilité donc génétique, la variabilité des espèces et la variabilité des écosystèmes, donc sur la Terre, dans les océans et dans l'eau douce. Alors, la biodiversité, selon la théorie des limites planétaires, joue 2 rôles. D'une part, la diversité génétique qui est donc une sorte de banque de données, finalement, qui va permettre aux vivants de s'adapter à long terme de façon résiliente et innovante aux changements abiotiques, c'est-à-dire du climat, du volcanisme, etc. Et le deuxième point, c'est que par la diversité fonctionnelle, les espèces vivantes vont jouer des rôles au sein des écosystèmes des biomes. Par exemple, le phytoplancton produit de l'oxygène, les mycorhizes fournissent des nutriments essentiels aux arbres. Et donc, dans ces biomes, ils vont jouer donc leur abondance et la distribution finalement de ces fonctions vont permettre aux écosystèmes de jouer leur rôle sur Terre. Merci. Merci Adrien. Donc, on entend beaucoup que la biodiversité est menacée. Est-ce que Léa, vous pouvez nous dire un peu plus, nous qualifier cette menace? Qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? Pourquoi nous sommes tous si inquiets? Alors je pense que pour bien comprendre ce que vient de décrire techniquement Adrien, eh bien, en fait il faut revenir à ce que l'on observe. Alors il y a une plateforme internationale d'experts sur la biodiversité qui s'appelle l'IPBES, et ce sera la seule fois que je prononcerai un nom ou un acronyme, qui a donné en fait les 5 points de pression, c'est-à-dire en fait les éléments qui ont vraiment un impact négatif aujourd'hui sur la biodiversité qu'on observe tous. Donc ça permet de concrétiser. Par exemple, évidemment, le changement climatique, je pense que ça tout le monde l'a en tête, la pollution des eaux, du sol, de l'air, qui va conduire à la disparition de certaines espèces. Alors cette même plateforme estime à peu près 1 million d'espèces en danger réel de disparition dans les prochaines années. Il y a également la surexploitation en fait, des terres notamment. Là aussi, à titre d'exemple, il y a quasiment 1/3 des surfaces terrestres qui sont utilisées pour l'agriculture d'une manière générale. Il y a également en fait toutes les espèces invasives que l'on voit de plus en plus même dans notre quotidien. Cette même plateforme dit qu'il y a à peu près 70% d'augmentation des espèces invasives depuis 1970, donc c'est effectivement colossal. Il y a également les changements d'usage des terres, et c'est le dernier point, et là ils estiment à 70% l'impact de l'homme finalement sur l'usage des terres aujourd'hui, et à 40% l'impact de l'homme négatif bien sûr sur les océans. Donc il y a 1 million d'espèces menacées, mais on sait, il y a déjà des espèces qui ont disparu ces dernières années? Oui, il y en a qui ont disparu, et même pas que ces dernières années. Malheureusement, je serais incapable de vous donner un chiffre. Beaucoup sont sortis, mais effectivement, oui, bien sûr. Et donc l'idée, c'est d'essayer de limiter cet impact et ces disparitions, et on en a les moyens aujourd'hui. Voilà, les choses ne sont pas encore inscrites. Frédéric, je voulais vous demander si il y a une notion qui est importante. On parle à la fois d'empreinte de la biodiversité et d'impact sur la biodiversité. Je pense que pour bien comprendre le sujet, c'est important que vous nous aidiez à faire la distinction. Alors en fait, j'ai réfléchi à cette question et j'ai trouvé une image qui peut-être va vous parler, c'est que l'empreinte, c'est comme quand vous vous promenez sur la plage et votre pied laisse une empreinte dans le sable. Ça, on comprend tous. Voilà. Donc a priori, ça ne détruit rien, les vagues viennent, elles effacent votre empreinte, on fait des chansons, voilà, et tout se passe bien. Par contre, si vous écrasez un crabe ou un coquillage, là vous avez un impact sur la biodiversité. Vous avez détruit quelque chose, vous avez détruit une vie. Et pour les entreprises, c'est pareil. C'est-à-dire que les entreprises, comme l'a dit Léa,
de par leur fonctionnement, vont émettre dans la nature, elles vont émettre des polluants, elles vont polluer l'eau, elles vont polluer l'air, elles vont utiliser des ressources. Donc si les entreprises rejettent des produits qui sont biodégradables, si elles utilisent des ressources que l'on peut renouveler, que ce soit des poissons ou du bois, elles ont une empreinte, mais un impact qui est finalement peu important, puisque la nature a quand même la capacité de se régénérer, de se renouveler. Par contre, si les entreprises rejettent des polluants qui restent dans l'atmosphère, par exemple le CO2, si elles rejettent dans les océans des polluants qui tuent la faune et la flore, ou des plastiques qui mettent plusieurs centaines d'années à se biodégrader, à ce moment-là, l'impact est plus important. Donc on voit l'empreinte, je dirais, c'est quelque chose qui est naturel, mais par contre, l'impact, c'est quelque chose qu'il faut que les entreprises apprennent à contrôler et à modérer, et que je dirais, l'espèce humaine, de manière générale, doit apprendre à réfléchir à l'impact qu'elle a sur la nature et sur la biodiversité. Et donc le rôle que peut avoir la finance responsable, c'est d'essayer de limiter cet impact. Alors je pense que la finance responsable doit encourager les entreprises, en redirigeant les investissements, à se comporter de manière plus raisonnable, à réfléchir à leur impact sur la biodiversité, à réfléchir à des processus alternatifs ou à des manières alternatives de fonctionner. Donc il ne s'agit pas de s'arrêter, mais il s'agit de voir comment on peut fonctionner mieux avec un impact plus réduit sur la biodiversité, parce que, comme l'ont dit mes camarades, la biodiversité, c'est important et nous en faisons partie. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'en tant que financier, il y a des secteurs privilégiés à privilégier si on veut vraiment œuvrer pour aider la biodiversité, Léa ? Alors c'est très délicat de répondre à cette question parce que en réalité donc l'affaire de la biodiversité c'est l'affaire de tous, c'est ce qui vient d'être expliqué, donc quelque part tous les secteurs sont concernés. Et ça c'est un point important parce que ça avait été l'écueil de tous les sujets climat en se disant on va se concentrer sur les énergies renouvelables. En réalité on a bien vu qu'aller vers une trajectoire de degrés, c'était finalement quelque chose qui devait embarquer l'ensemble des acteurs économiques. Donc de la même manière, la gestion des impacts sur la biodiversité va devoir embarquer l'ensemble des acteurs économiques. Quant aux secteurs qui ont des impacts peut-être plus importants ou ceux qui pourraient apporter des solutions, ils sont peut-être un peu plus restreints, à l'image des renouvelables dans le climat. Et ça, je vais laisser la parole à mes camarades pour les décrire. Alors, par exemple, effectivement, donc, un des premiers facteurs d'impact sur la biodiversité, c'est l'utilisation des terres. Et donc, l'utilisation des terres, finalement, qui en est responsable? Largement l'agriculture. Bien sûr. L'agriculture, donc à la fois les pâturages et donc la production agricole, c'est autour de donc 49% de l'utilisation des terres mondiales, selon le GIEC, dans son rapport sur l'utilisation des terres. Et cela signifie que finalement, réduire l'impact sur la biodiversité, c'est transformer l'agriculture de telle façon à mettre en place des pratiques qui soient vertueuses pour donc, la biodiversité. C'est aussi laisser donc, la capacité à la forêt de s'étendre. La forêt doit jouer un rôle très important puisqu'elle abrite 80% de la biodiversité. Or, aujourd'hui, 73% de la déforestation est liée à l'expansion des terres agricoles. Une partie importante, autour de 40% liée à l'agriculture intensive et autour de 33% liée à l'agriculture de subsistance. Ce qui nous amène finalement à deux types de solutions. C'est de mettre en place des politiques zéro déforestation ou zéro conversion des terres, d'une part, et d'autre part, de mettre en place une agriculture qui permette aux personnes donc, de se nourrir, tout simplement, pour éviter justement la destruction de la forêt à des fins de production d'agriculture de subsistance. Et donc, de ce point de vue-là, la sécurité alimentaire mondiale est importante, d'une part. Et puis, comme on sait que finalement, certaines commodités telles que le soja, par exemple, sont utilisées pour l'alimentation du bétail, finalement, certaines commodités doivent être effectivement la transition des régimes alimentaires permet effectivement de réduire l'impact de l'agriculture sur la biodiversité. D'accord, donc un focus très agriculture, mais qu'on comprend bien. Frédéric, vous partagez cette vision? Tout à fait. Je pense qu'on a parlé, effectivement, comme l'a dit Léa, on a parlé beaucoup du climat. Si on ne résout pas le problème du climat, on va tous mourir, pour simplifier. Maintenant, si on arrive à survivre, il va falloir quand même qu'on continue à se nourrir.
Et c'est vrai que les modes de production actuels, comme l'a dit Adrien, ne sont pas compatibles avec une expansion à la fois de la population et un changement de régime alimentaire qui se rapproche du régime occidental, donc que nous connaissons. On mange beaucoup de bœuf, qui a un impact absolument énorme sur le climat, sur la biodiversité. Et donc, il va falloir qu'on change notre mode d'alimentation, notre approche. On ne va pas arriver à continuer à manger du bœuf comme on le mange actuellement. Si tout le monde se met en Inde et en Chine, s'ils se mettent à manger du bœuf, ça va être catastrophique. Donc, il faut vraiment réfléchir à des modes de production. On a besoin il ne s'agit pas d'être végétarien, parce qu'on a besoin de protéines, et les protéines animales sont importantes, mais il faut qu'on réfléchisse à une manière d'avoir un apport en protéines animales différent du mix qu'on connaît actuellement en Europe et en Amérique du Nord notamment. Donc c'est de la protéine, c'est à base d'insectes éventuellement, alors ça n'a pas l'air très appétissant comme ça. Il y a effectivement des entreprises qui développent des viandes en laboratoire, des choses comme ça. Donc il y a des possibilités, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que comme l'a dit Adrien, le mode de production actuel, il est basé sur la déforestation, l'élevage intensif en Amérique du Sud par exemple, des grandes prairies, ça détruit la forêt, donc ça détruit les habitants de la forêt, ça crée des zones. Alors on peut penser que la savane ou la zone dépourvue de forêt conserve une certaine biodiversité, mais c'est absolument pas le cas. Et je pense que par rapport à une forêt vierge, une zone d'agriculture ne recèle que 10% en fait de la diversité biologique. Je lisais hier justement, même une plantation de pin comme on peut en avoir dans le Landes ou de palmiers à huile comme on peut en avoir en Asie du Sud-Est ne recèle en fait que 30% de la diversité qu'une forêt vierge pourrait contenir. Et le dernier chiffre, j'aime pas jeter trop de chiffres, mais plus de 90%, je crois que c'est 95 ou 96% des mammifères actuellement vivants sur la planète servent à l'alimentation humaine. Et ça, c'est un chiffre qui, quand moi je l'ai vu, m'a vraiment sidéré. Donc 96% des mammifères, donc c'est des vaches, des moutons, des porcs, etc. Tout ça, ça sert à l'alimentation humaine. Donc, et tout ça, ça prend la place des espèces qui sont en train de disparaître. On est vraiment en train d'envahir. Une vision complètement utilitariste. Pour se nourrir. Alors, on doit réfléchir à la manière dont on se nourrit, mais on est vraiment en train d'envahir le règne animal et petit à petit de grignoter sur leur espèce de vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas soutenable à long terme. D'accord, donc on comprend en vous écoutant que le sujet est à la fois extrêmement urgent, mais complexe. Donc, je vais vous demander, mais dans un deuxième temps, je veux savoir vraiment concrètement comment vos différentes maisons, quelles sont les approches qu'elles proposent. Parce qu'on voit bien qu'entre l'épargnant et ses problématiques, le lien d'emblée, il n'est pas extrêmement simple. Vous allez nous aider à comprendre comment l'épargnant peut aider à la biodiversité. Mais avant, Léa, je voulais vous poser une question sur la réglementation. Parce que là, en vous écoutant tous les trois, on a l'impression que le sujet est vraiment... qu'on est en pleine réflexion. Évidemment, on ne le découvre pas, mais que vraiment la recherche actuelle bouge beaucoup. Est-ce que la réglementation, déjà, vous aide à avancer sur ces sujets de biodiversité? Où est-ce qu'on en est au niveau de la réglementation? Alors, comme souvent, la réglementation, en fait, a mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est mon expression, vu le thème de cette de Webex. Mais en gros, aujourd'hui, vous avez en France, et c'est exclusivement français pour l'instant, une réglementation qui vise, cet été, l'ensemble des investisseurs devront publier leur politique biodiversité, éventuellement... Été 2022. Voilà, dans 2 mois. Éventuellement leurs empreintes, peut-être mesurer leurs impacts. Bon, il est très clair qu'aujourd'hui, l'état de l'art ne permet pas de le faire, et le régulateur en a tout à fait conscience. Et comme il l'a déjà fait par le passé sur d'autres thèmes, notamment le climat, mais pas que, les reportings extra-financiers, eh bien, il s'est dit, il faut commencer par faire bouger les lignes côté investisseurs. Pour aiguillonner les actions. Pour aiguillonner tout simplement les entreprises. C'est-à-dire que si nous, investisseurs, nous devons calculer nos empreintes et demain nos impacts, il va bien falloir qu'on ait des informations. Et donc ces informations, on va les demander aux entreprises qui sont déjà beaucoup plus ouvertes au sujet qu'il y a 10 ans, forcément, parce que la finance durable a pris de l'ampleur. Et donc ça fait partie de leur stratégie. Elles commencent d'ores et déjà à s'armer sur des reportings un peu plus concrets. Mais tout ça va prendre du temps. En effet, le régulateur joue le rôle clairement d'accélérateur.
D'accord. Donc vous allez, à partir de cette année, chacun devra demander à toutes les entreprises en portefeuille quel est votre impact, quel est votre... Ça s'appelle l'article 29, pour donner le nom technique. Et ce sera un rapport publié à l'échelle des sociétés de gestion, hein, pas produit par produit. Pour l'instant, on en est encore très très loin, mais qui donnera en tout cas les grandes lignes des politiques. Voilà, on imagine bien qu'au début, vous allez avoir des réponses un peu évasives, mais peu à peu, les lignes vont bouger. Et du coup, voilà, vous représentez différentes maisons, j'imagine différentes approches de la biodiversité. Je ne sais pas, Adrien, est-ce que vous voulez nous dire, vous, comment chez vous on envisage, comment vous avez un épargnant qui vous confie 1 000 € à votre maison. Concrètement, quel est l'impact sur la biodiversité ? Alors, nous, on intervient à travers un certain nombre de classes d'actifs chez Mirova. Le capital naturel aujourd'hui qui permet une action positive sur la biodiversité à travers le financement de projets d'agriculture régénératrice, d'agroforesterie n'est pas encore accessible directement aux épargnants. Par contre, nous avons une approche qui permet d'investir dans des fonds actions ou des fonds obligataires dans des entreprises qui permettent, qui fournissent des solutions face à la pression sur la biodiversité. Et donc, par exemple, dans les fonds obligataires, on a donc des actions du financement de projets forestiers durables qui permettent d'assurer à la fois la production de fibres de bois et en même temps une gestion forestière qui assure ce qu'on appelle les principes HCV, c'est-à-dire de haute conservation value, qui vont assurer donc une protection de la biodiversité à la fois dans la production de bois d'une part. Et d'autre part, on va avoir donc de l'investissement par exemple dans des cadres de plan action qui vont investir par exemple dans l'économie circulaire. C'est un enjeu absolument fondamental. Réduire l'impact sur les ressources, c'est par exemple c'est utiliser des matières recyclées, des produits recyclés tels que le plastique recyclé, l'acier recyclé également donc le principe d'utilisation hiérarchique de la biomasse qui va permettre d'éviter justement d'utiliser directement des ressources. On sait que les mines par exemple ont un impact très important sur la déforestation et la pollution des rivières. On va grâce à ces investissements dans les plans action dans l'économie circulaire réduire les impacts. Une autre solution également dans laquelle les plans action investissent, ce sont les énergies renouvelables qui vont grâce à la production d'électricité décarbonée permettre donc de réduire le changement climatique et donc l'impact sur les biomes terrestres, par exemple. D'accord, c'est très, très clair. Léa, est-ce que vous avez toute autre approche ou Oui. Alors elle est assez différente effectivement parce que chez DNCA nous avons choisi en fait d'abord deux mots d'ordre qui sont extrêmement importants, c'est la prudence et la patience. On parle d'un sujet très nouveau, ça on l'a bien vu, en tout cas d'un point de vue technique. On parle d'un sujet qui n'est pas mature et qui est régulé. C'est-à-dire que dans le contexte de la finance responsable, il faut quand même rappeler qu'on est passé d'un stade de soft law, où on nous donnait quelques indications sur comment gérer un fonds responsable, etc. Et là, on est dans le cadre de la régulation. Donc avant même de se poser la question des produits qu'on va pouvoir faire, même si il peut y avoir des enjeux commerciaux, nous, on se pose d'abord la question de la faisabilité de ces analyses. Et donc, on a fait le choix d'avoir une approche transversale, à l'image de celle que l'on a d'ailleurs adoptée pour les enjeux de trajectoire climatique, avec le CDP, le Carbon Disclosure Project, qui est une association, la seule, qui propose en fait des données d'entreprise, qui va envoyer des questionnaires aux entreprises, donc sur la gestion des sols, l'usage des sols qu'elles font, mais également sur la consommation d'eau et l'usage de l'eau qu'elles font, en complément de tous les sujets carbone qu'ils ont déjà. Et donc sur ces trois pieds, c'est-à-dire l'eau, l'usage des sols et le carbone, et on va se limiter à ça dans un premier temps. Vous confiez à cette association on récupère plutôt leurs informations pour faire, nous, notre calcul d'empreinte sur tous les portefeuilles de DNCA et également pour DNCA en tant qu'entité. Ce qui est important dans cette approche-là, c'est que l'on se base sur les données des entreprises. Et moi, je crois fermement que la traçabilité des données, la qualité des données est fondamentale dans notre métier aujourd'hui. Mais il y a des données de bonne qualité sur ces sujets aujourd'hui. Justement. Et donc, il y a des données de bonne qualité. En revanche, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire
dire que sur un panel de 1000 entreprises aujourd'hui en Europe, on va dire cotées à la bourse, je pense que vous n'en avez même pas 5% qui donnent des données concrètes sur l'impact biodiversité. En revanche, si on prend ces 3 sujets que sont l'eau, l'usage des sols et en gros les émissions de carbone, eh bien là vous avez entre 80 et 90% des entreprises en Europe qui publient des chiffres, mais ce sont les leurs. Ce sont des chiffres qui sont dans leur rapport annuel, donc qui sont audités. Pour moi, c'est fondamental de commencer par cette étape-là, finalement de revue et de compréhension de comment sont situés nos portefeuilles par rapport à ces enjeux. Et après, de commencer à proposer des trajectoires d'amélioration, évidemment, de compléter avec d'autres indicateurs et pourquoi pas un jour de proposer des produits. Mais chaque chose en son temps. Ça n'est pas, à mon avis, une course, même si l'urgence du sujet est tout à fait là, j'en ai conscience. En revanche, il faut absolument pouvoir proposer des choses crédibles. Et donc, on a cette approche beaucoup plus large qui embarque l'ensemble des gestions et pas seulement un ou deux produits. Donc, on voit 2 approches très différentes. Frédéric, est-ce que vous êtes plus proche de l'un ou de l'autre ou c'est encore une troisième voie? Alors, notre approche est assez proche de celle de Léa. Et je dois dire que ce qui est important, c'est la diversité qui existe également dans le monde de l'investissement. Il faut la préserver également. Alors nous, on a eu la chance de rencontrer... Alors, OSIAM, que je représente, est un investisseur quantitatif. C'est-à-dire que nos investissements sont construits, en général, sur l'utilisation de données des entreprises. Ça peut être des données de marché, ça peut être des données de production, etc. Donc nous, comme le dit Léa, notre matière première, c'est la donnée. On a eu la chance de rencontrer une petite entreprise, une petite fintech française qui s'appelle Iceberg Data Lab, qui fournit des estimations, donc ce sont leurs calculs, où ils estiment l'impact sur la diversité des entreprises en fonction de leur mode de production, de ce qu'elles font, etc. Donc nous nous sommes dit, voilà, c'est une approche qui nous convient puisqu'on peut avoir des données des entreprises et on va essayer d'utiliser ces données pour classer ou pour évaluer les entreprises en fonction de l'impact qu'elles ont sur la biodiversité. Et l'étape suivante serait de construire des portefeuilles d'entreprises qui ont un impact en moyenne plus faible que celui de l'ensemble des entreprises et de proposer donc aux investisseurs d'investir dans des entreprises qui au départ, sont déjà moins impactantes sur la biodiversité que la moyenne des entreprises. Et la deuxième ou le complément de l'approche, ce sera ensuite d'établir un dialogue avec ces entreprises pour comprendre comment elles fonctionnent et pour les encourager à s'améliorer encore plus. Donc, investir dans des sociétés qui se comportent mieux en moyenne et par la suite les encourager à se comporter encore mieux. C'est un petit peu notre approche. Donc une approche quantitative, je dirais, de sélection des entreprises et une approche qualitative de dialogue avec les entreprises pour les encourager à s'améliorer. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les 3. On voit que les choses bougent vite. On a envie de vous donner rendez-vous dans un an. Je suis sûre que vous aurez plein de choses à nous raconter. Mais nos auditeurs ont des questions. Alors attendez, la première question, c'est cette tendance existe-t-elle ailleurs qu'en Europe? Est-ce qu'elle est présente notamment aux États-Unis? Bah oui, spontanément, j'imaginerais que oui, mais Adrien, vous allez nous répondre plus. Oui, tout à fait. Alors, donc, sur cette question, effectivement, donc, cette approche tout à fait est présente en dehors d'Europe. Alors, aux États-Unis en particulier, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la matérialité financière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose a un impact financier sur les résultats d'une entreprise, alors il est pris en considération. Et de ce point de vue-là, la TNFD, donc la Task Force on Nature Related Financial Disclosure, dont fait partie Mirova, a défini trois types de risques, ce qu'on appelle le risque physique, dont je vais donner un exemple. Le risque physique, c'est le risque qui est induit par la dépendance de l'activité économique en fait, des entreprises au service écosystémique de la biodiversité. Et donc de ce point de vue-là, je peux vous donner un exemple qui a fait réagir beaucoup aux États-Unis. C'était donc l'été dernier, en 2021, donc une entreprise de distribution d'électricité qui a subi donc un incendie du fait justement de la sécheresse des forêts donc en Californie, et donc qui a été donc sujette à un impact financier important lié à la réparation des lignes. Aujourd'hui, donc l'entreprise est obligée effectivement d'enterrer un certain nombre de ces lignes électriques pour justement se protéger justement de cette dégradation de l'état des forêts
qui induit des feux de forêt importants. D'un autre côté, la TNFD définit le risque de transition, et le risque de transition, c'est lié en fait, à un désalignement finalement entre l'activité d'une entreprise et les volontés sociétales de réduire l'impact sur la biodiversité. De ce point de vue-là, un exemple assez frappant aux États-Unis, c'est le goût des consommateurs qui s'orientent vers les alternatives végétales aux produits laitiers. Et avec une augmentation aujourd'hui de 36% dans les dernières années de la consommation de ces alternatives végétales et une diminution de 12% de la production laitière. Alors, effectivement, donc ça a un impact financier clair aussi sur les entreprises. Et finalement, dans l'un des exemples comme dans l'autre, cela peut amener à un risque systémique, qui est un risque en cascade de faillite d'un certain nombre d'entreprises. Si on prend l'exemple de l'électricité, eh bien, en poursuivant un mix très carboné, finalement, on va accélérer le changement climatique, accélérer finalement la problématique de la sécheresse des forêts et finalement contribuer à une accélération des risques finalement sur les producteurs d'électricité et les distributeurs d'électricité qui peut conduire donc à un effet en cascade sur les investisseurs à travers leurs investissements. Si on parle effectivement de l'agriculture, donc de l'élevage intensif aux États-Unis, donc l'inquiétude des consommateurs sur le bien-être animal et donc les photos auxquelles ils peuvent accéder va finalement accélérer encore cette finalement tendance donc à moins utiliser de produits animaux et finalement conduire encore à une accélération finalement possiblement de cette faillite des producteurs de protéines animales. Donc finalement, à travers cela, cette matérialité financière, on a un impact assez fort aux États-Unis aussi. Alors qu'en France et en Europe, ça passe plutôt par la réglementation avec la taxonomie sur la biodiversité qui arrive dans l'année prochaine ou celle d'après. Donc on voit bien que c'est très présent aux États-Unis. Absolument. Bon, l'inverse aurait été étonnant. Alors notre deuxième question, c'est comment est calculé l'impact d'un fonds une question bien technique, je vais me permettre. C'est une question extrêmement difficile. On est toujours, nous, en train de réfléchir à la manière dont on va pouvoir calculer un impact. Il faut bien voir que l'impact, ça a été dit en introduction, à la différence de l'empreinte, c'est pas l'empreinte, ça va être assez facile. Ce sera une forme d'étoile, je pense, c'est-à-dire la consommation moyenne d'eau d'un fonds, les émissions de CO2 moyenne d'un fonds, je caricature d'énergie, et ainsi de suite. Donc l'usage ça va être assez facile. Par contre, l'impact, c'est quoi? C'est votre consommation d'eau, elle a impliqué la disparition de tant d'espèces. Votre usage des sols a conduit à l'augmentation de telles et telles espèces invasives de tant. C'est ça l'impact. C'est ça la différence entre les deux. Et là, honnêtement... Et pour la mesurer, alors que ça semble... Eh bien, pour la mesurer, ce qui va nous manquer à tous, pas seulement à moi, c'est les standards. Et c'est ce qu'a fait finalement en partie la Commission européenne l'année dernière avec l'avènement d'une taxonomie, avec l'avènement d'une réglementation beaucoup plus dure sur les produits de finances durables, qui arrivera effectivement avec la taxonomie biodiversité très prochainement et qui va nous donner le cadre. Tant qu'on n'a pas ce cadre, je ne peux pas vous dire comment je vais... vous savez, il y a une époque, pour vous donner un exemple concret, on disait, bon ben très bien, j'économise du CO2 grâce à une stratégie climat. Je fais toujours le parallèle parce que franchement, les deux sont tellement liés et ça permet à tout le monde de comprendre. Je fais une stratégie climat qui économise du CO2. Je sais qu'un arbre planté permet d'économiser une certaine quantité de CO2. Donc, mon fonds, en équivalence, c'est X arbres plantés par an. Tout à fait. Ça va être ça l'idée. Mais bon, le problème, c'est qu'on n'a pas encore cette traduction des empreintes vers les impacts pour donner clairement la mesure. D'accord, donc... C'est ça, rendez-vous dans quelques... Oui. Mais ça va avancer vite parce que la Commission... En tout cas, ce qui est certain, c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les fonds, d'ailleurs, dès cette année, de par la réglementation, vont communiquer, non pas leurs impacts, mais leurs empreintes. Ça, c'est certain. Alors, est-ce qu'on a encore une question? Oui, tout à fait, je vois. Est-il possible et réaliste de dédier 100% de son épargne à des objectifs de développement durable? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est possible? On imagine que oui. Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas, Frédéric, est-ce que vous voulez prendre ça? Alors, comme vous l'avez dit, je crois que c'est possible. Je ne sais pas si c'est très, très réaliste. Après, on pourrait refaire un petit peu une approche financière de base. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On peut en tout cas, dans la mesure où je pense l'épargne actuelle des Français et des investisseurs dans le monde est quand même relativement standard, il y a quand même relativement peu de choses qui sont faites
au niveau de l'investissement durable, on peut effectivement encourager les gens au moins à réfléchir à la manière dont ils pourraient contribuer soit à l'adaptation, soit au changement climatique en trouvant des solutions. On l'a dit, il y a plusieurs types de solutions. On peut avoir en gros soit des fonds à impact qui investissent dans des solutions qui permettent de lutter contre le climat, qui apportent des solutions de protéines nouvelles, etc. Ou on peut investir dans des entreprises qui se comportent de manière plus vertueuse en moyenne que les autres. Et donc je pense que chacun peut trouver le mode d'investissement qui lui convient le mieux. Simplement, il faut bien voir que les entreprises qui existent, qu'on choisit parce qu'elles se comportent bien, il y en a beaucoup. Donc on peut partir de toutes les sociétés qui sont cotées en bourse par exemple et prendre la moitié qui se comportent le mieux. Et donc je dirais la surface financière est relativement importante. Par contre, pour trouver des sociétés qui produisent des protéines alternatives ou des systèmes pour retirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère, des choses comme ça, il y en a également beaucoup, mais elles sont beaucoup plus petites. Donc je dirais la surface financière d'investissement est beaucoup plus réduite. Donc si tout le monde se précipitait sur ce secteur en délaissant le secteur classique, on aurait un espèce d'effet d'embouteillage. Mais je pense que ce qui est sain, c'est en tout cas de se poser la question, de réfléchir éventuellement, si on n'est pas un spécialiste, de discuter avec quelqu'un qui l'est. Et il y a des solutions. Et les solutions, des solutions apparaissent tous les jours. Donc je pense qu'il y a des. Oui, et puis ça dépend évidemment du profil de chacun, du projet. Voilà, ça dépend de. Oui, alors après, il faut rajouter simplement la composante financière classique. Quels sont vos projets d'investissement? Où est-ce que vous êtes dans votre cycle d'investissement, dans votre cycle de vie? Est-ce que vous avez acheté votre maison, etc., etc. Si vous achetez votre maison, vous pouvez faire des tas de choses. Par exemple, je pense que l'isolation, c'est quelque chose qui est tellement absurde que vous chauffez l'atmosphère pour rien. Voilà, un bon investissement, ce serait d'isoler votre maison si ce n'est pas déjà fait, par exemple. Bah écoutez, c'est une parfaite conclusion, concrète, qui nous parlera à tous. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition des Rendez-vous éco-responsables. À bientôt, merci beaucoup.